Quand on est dans un environnement où les femmes subissent cette forme de discrimination liée à l'âge, le souligner, toute chose égale par ailleurs, ça ne les aide pas. Et on doit comprendre pourquoi elles veulent cacher tous les marqueurs de l'âge, parce que dans une société qui discrimine assez violemment les femmes plus âgées, ça suffit, il ne faut pas rajouter l'injonction de « vis ton âge, assume », etc. Et parfois, ce n'est pas possible en fait. Et il se dégage un récit de la ménopause qui, pour les femmes qui sont juste avant, tu vois, quelques années avant comme nous, peut avoir quelque chose de très fortement anxiogène. Moi, j'ai très peur d'un monde où il n'y a plus personne pour nous soigner quand on sera vieille. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Bonjour Laetitia. Bonjour Aude. Je suis ravie que tu sois là, t'es de passage à Paris comme souvent, mais j'ai réussi à te choper au passage. Ah, mais je suis ravie d'être là parce que je suis une grande fan de ton podcast. Oh, merci. Et on s'est parlé il y a déjà peut-être 1 an, je sais pas, oui. Il y a assez longtemps. Avant ton lancement, je crois, avant le lancement de la fin des règles. Ouais, c'était vraiment au tout début. Ou au début, oui. Et tu es là parce que tu as une expertise économique sur le futur du travail. Et tu vas pouvoir nous parler de la situation économique des femmes à ce moment-là. Quel est l'impact de la ménopause sur la situation économique des femmes? Alors la ménopause, plus largement la midlife, en vérité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les femmes? Parce que c'est pas anodin. Moi, j'ai sorti des chiffres. Alors, ils valent ce qu'ils valent, mais je te les lis, je les trouve intéressants. J'ai rien trouvé pour la France. J'ai trouvé des chiffres pour la Suisse qui dit que jusqu'à 15% des femmes ménopausées mettent fin à leur carrière et que jusqu'à 30% d'entre elles réduisent leur temps de travail. Et ça, c'est des données qui sont assez congruentes avec ce qu'on a trouvé notamment en Angleterre, parce que ça, ils ont été les premiers à investiguer ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer le podcast d'ailleurs. De comprendre que moi, dans 5 ans, ma carrière, qu'est-ce que ce sera? Par quoi je vais être impactée? J'en avais aucune idée. Et puis il y a aussi des chiffres qui sortent sur la perte de productivité. Alors ça aussi, c'est assez bizarre. On parle de 150 milliards de dollars annuels de perte de productivité liés à la ménopause. Je sais pas comment c'est construit, mais... Aucune idée de comment on peut calculer un truc pareil. Il faut quand même prendre ces chiffres-là avec des pincettes. Ouais, mais le fait qu'ils existent, ça veut dire que les gens se posent la question et alertent sur le fait que ça se passe pas de la même manière pour les hommes et pour les femmes à ce moment-là, même si les hommes aussi sont impactés. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises un petit peu ce qu'il en est pour les femmes. Alors, la grande difficulté avec cette question, qui est une très bonne question, c'est de séparer la ménopause d'un moment de vie qui est très particulier dans la vie de beaucoup de femmes, qui est cette fameuse génération sandwich où on a à la fois des enfants qui sont à l'adolescence, qui, surtout dans la période actuelle, se heurtent souvent à des problèmes de santé mentale, qui exigent ou qui créent beaucoup d'angoisse et d'anxiété chez les parents et en particulier les mères, et des parents vieillissants qui parfois ont des problèmes de santé ou deviennent dépendants. Et le fait d'être dans cet entre-deux fait que la place du care devient absolument prépondérante dans la vie de beaucoup de femmes. Alors que certaines voient leurs enfants partir et découvrent tout d'un coup des trésors de temps libre, mais d'autres, c'est l'inverse. Elles se retrouvent avec énormément de contraintes familiales, domestiques, en plus d'une vie professionnelle qui bat son plein. Et donc, parmi les femmes aidantes, notamment, qui sont actives, certaines, ça leur prend tellement de temps qu'elles finissent par craquer et passer à temps partiel. Et donc, il se trouve qu'en même temps, elles peuvent tout d'un coup aussi être ménopausées. Mais c'est une espèce de concordance à un moment qui est un carrefour, en général, où on a des situations très différentes, on a un écart très fort de situations. Et je pense que les situations nourrissent la ménopause et la ménopause nourrit la situation. C'est-à-dire que on va vivre sa ménopause différemment selon qu'on est épuisé parce que éreinté de tâches diverses, de contraintes financières, qu'on vient de se séparer, qu'on est donc divorcé, etc. Enfin, tout un tas de choses qui vous tombent sur les épaules à ce moment, à ce tournant de vie.
Et donc, la ménopause, vous n'allez pas forcément la vivre de la même manière. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être, par exemple, l'oublier parce que vous avez trop de soucis. Ou au contraire, la vivre de manière plus dure parce que votre corps est plus fatigué et tout d'un coup, appréhender les symptômes autrement ou par l'anxiété, finalement, les amplifier. Et donc, la situation de vie et la situation psychologique, je pense, joue beaucoup sur comment on perçoit sa ménopause. Et le récit qu'on va en faire aussi, ou à l'intérieur de soi, et puis peut-être même en dehors, si on commence à en parler un petit peu plus. Donc c'est très difficile parce que c'est comme c'est comme l'épigénétique, tu vois, c'est que l'environnement va jouer sur la biologie et la biologie sur l'environnement. Enfin, on sait que les équilibres hormonaux, ils sont quand même très très complexes. Et donc c'est intéressant de cibler la ménopause et son influence sur le travail parce que ça permet de casser un tabou et de parler de quelque chose. Mais on peut pas l'isoler. On peut pas l'isoler de tous ces moments de vie. Et en fait, ce qui est intéressant avec les femmes au travail et dans la vie au tournant de la cinquantaine, c'est qu'on a vraiment des cas de figure très, très différents. On a des écarts probablement plus importants qu'à la vingtaine ou à la trentaine, où tout le monde va être dans l'idée d'un début de vie. Je suis au début de ma carrière, je suis au début de recherche d'emploi, peut-être début d'une famille, etc. À 50, on a tout. On a tous les moments de vie et les situations de vie, on les trouve chez les femmes de 50 ans. C'est-à-dire des femmes fraîchement séparées qui se retrouvent dans la même situation que quelqu'un de 28 ans à chercher un appartement, à parfois même démarrer une nouvelle carrière, etc. Donc comme une personne beaucoup plus jeune. Vous en avez qui sont dans une carrière bien installée, qui ont réussi à tenir, à passer ce tournant et qui donc se trouvent peut-être même plus puissantes économiquement, libérées parfois aussi d'un certain nombre de contraintes de vie, type corvée ou les tâches parentales qui prennent un peu moins de temps, ou plus de tâches parentales ou pas de tâches parentales. Enfin, donc voilà, donc des femmes qui sont vraiment très puissantes économiquement parlant et qui ont une carrière qui prend de l'ampleur. Vous en avez d'autres qui se sont auto-éjectées ou ont été éjectées, parce qu'il y a quand même énormément d'agisme dans le monde des entreprises. C'est ça dont je voudrais qu'on parle. Exactement. Et là, c'est là aussi très difficile de dire c'est la ménopause. C'est pas forcément la ménopause. C'est pas parce que vous avez des bouffées de chaleur que vous vous faites virer, mais il n'empêche que vous vous faites virer à ce tournant-là. Et voilà, là aussi une espèce de conjonction de facteurs qui fait que c'est intéressant de parler de la ménopause, mais c'est toujours à double tranchant, puisque quand on est dans un environnement où les femmes subissent cette forme de discrimination liée à l'âge, le souligner, toute chose égale par ailleurs, ça ne les aide pas. Et on doit comprendre pourquoi elles veulent cacher tous les marqueurs de l'âge, parce que dans une société qui discrimine assez violemment les femmes plus âgées, ça suffit, il faut pas rajouter l'injonction de vis ton âge, assume, etc. Et parfois, ce n'est pas possible, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est la troisième situation. Et puis il y en a une quatrième, c'est celles qui sont aidantes, qui ont des difficultés de vie, qui ont des problèmes de santé, etc., qui vont pour une raison ou une autre être basculer dans l'inactivité ou dans le temps partiel ou dans un travail précaire, qui se retrouvent avec des très grosses difficultés financières. C'est le moment où en fait la somme de tous les petits choix de la vie active, notamment liés à la pénalité maternelle, c'est un peu le passage à la caisse, surtout en cas de séparation. Et c'est là où on se retrouve vraiment précaire, parfois pauvre, alors qu'on a travaillé, alors qu'on a absolument pas chômé, et l'impression qu'on peut plus profiter de la vie. Et dans ces conditions, la ménopause, c'est un coup de massue. Ça peut être un coup de massue. C'est genre, et en plus, voilà. Donc, on projette des choses sur la ménopause qui n'ont rien à voir. Mais quand on regarde les femmes qui ont une belle carrière et tout, elles vous disent, la ménopause, voilà. Donc, il n'y a pas eu une ménopause. Mais c'est vrai, mais moi, j'ai interviewé, par exemple, Catherine Barba, c'était drôle. Elle me dit, non, la ménopause, non, rien. Et puis, on creuse un peu, elle me dit, ah ouais, non, si, quand même, les bouffées de chaleur. Ah, c'est vrai que j'ai du mal à supporter mon mari et ma fille. Et en fait, il y en a des symptômes, mais ils passent totalement à la trappe, voilà. Ouais, exactement. Ce récit, c'est marrant, je suis fascinée par tout ce que tu fais et je trouve absolument génial qu'on commence à en parler, que ça soit un sujet de conversation. Et en même temps, il y a un petit effet pervers qui est que c'est comme tout dans les médias, c'est les choses négatives qui apparaissent quand même le plus visible et qu'on entend le plus et qu'on retient le plus.
Et il se dégage un récit de la ménopause qui, pour les femmes qui sont juste avant, tu vois, quelques années avant comme nous, a quelque chose de fortement, on peut avoir quelque chose de très fortement anxiogène. Alors toi, comme t'entends tous les discours, peut-être que t'arrives à faire un peu l'équilibre. Ouais. Mais je trouve que ce qui domine, c'est quand même, voilà, alors quels sont les tabous? Donc parlons des symptômes. Mais en fait, il faut quand même rappeler qu'il y en a plein qui en ont pas, que les symptômes, on leur accorde l'importance qu'on veut, que ne plus avoir ses règles, c'est quand même génial. Enfin, c'est quand même fabuleux, parce qu'on a aussi des symptômes quand on a des règles, des gros symptômes parfois hyper pénibles. Donc, le plus avoir peur de tomber enceinte, enfin voilà, tout ça. Et donc, voilà, je pense qu'on est dans cette espèce de phase où il y a beaucoup de discours négatifs. Je dis oui, il faut en parler, attention, c'est terrible, machin et tout. Et je pense qu'il faut faire attention à avoir aussi beaucoup de récits positifs qui font rêver et puis rappeler les choses hyper cool. Moi, j'ai hâte de plus avoir mes règles du tout. Bon, de toute façon, je prends des hormones en continu, enfin, je vois une contraception continue, donc j'ai pas vraiment, je les ai pas depuis longtemps, donc et je suis très contente de pas les avoir, et je serais très contente de ne pas les avoir naturellement en fait. Hein. C'est vraiment ça ne me fait pas peur du tout. Je suis contente de ça, je suis contente de bientôt arriver à ça. Enfin, je sais pas si toi t'as peur. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai les règles, je prends pas de contraception, donc vraiment je les vis. Elles sont pas douloureuses et pas chiantes. Et j'adore les avoir parce que je sens les variations de mon cycle au fur et à mesure du mois et j'en prends conscience chaque mois. Donc c'est plutôt quelque chose que je savoure. Et ce qui me fait peur, c'est la fin de la procréation. Ouais. Je sais pas si toi t'es sensible à ça. Je suis sûre que tu veux pas un troisième enfant. Non, ouais, c'est vraiment pas du tout en fait, parce que j'ai absolument pas du tout aimé être enceinte. Mais pire que ça, ça n'avait même pas de nom quand j'étais enceinte. Mais on parle souvent de dépression postpartum. Moi, j'ai une dépression pré-partum, enfin, c'est in-partum. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, c'était extrêmement aliénant pour moi d'être enceinte. Enfin. Tu vois, je me suis même demandé si vraiment, en fait, au fond de moi, je suis un mec et c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. J'ai eu un cocktail hormonal explosif de négativité quand j'étais enceinte, et donc je ne voulais pas être enceinte à nouveau. J'en ai eu 2, je suis très contente. Alors que j'aurais bien aimé avoir d'autres enfants. Ça, oui. Si tu pouvais m'amener un autre enfant, j'aurais bien vraiment volontiers, je le prendrais, je peux en adopter et tout. Mais je voulais pas retomber enceinte. Et donc, l'idée de ne pas pouvoir tomber enceinte ne me fait rien du tout. Ouais. Mais voilà, c'est très inégal. Hein. J'appelle ça la loterie hormonale, tu vois. C'est les manières de les vivre. C'est pareil avec la grossesse, les règles et la ménopause. C'est pareil, c'est une loterie. C'est vrai que cette espèce d'équilibre subtil qui se passe à l'intérieur de toi en matière d'hormones fait que tu peux les vivre comme quelque chose de te sentir boosté, hyper bien, de bonne humeur, génial, ou complètement déprimé, complètement irritée et pleine de haine. Et ça varie. Et du coup, si t'adores la grossesse, je pense que t'as peur t'as peur de l'idée de ne plus être privé éternellement de la possibilité de vivre ça. Si tu détestes la grossesse, c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Ouais, il y a beaucoup de l'expérience de vie qui compte, bien sûr. Ouais. Non, puis cette loterie. J'aimerais bien revenir à ce que tu disais sur le troisième, sur la question de la stigmatisation. Moi, je suis arrivée au sujet de la ménopause parce que j'entendais pas du tout ce que tu disais sur les symptômes qui font peur. J'étais plutôt à me dire, à croire que la ménopause, c'était que les bouffées de chaleur en termes de symptômes. Je savais pas du tout qu'il y avait aussi un lot d'autres symptômes possibles. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis intéressée au sujet. Et toi, tu me dis l'inverse. Tu me dis, mais là, on ne parle que de ce qui va mal, on ne parle pas de ce qui est léger. Et j'ai discuté notamment avec Isabelle Plançon. On a eu une discussion super parce que elle est commerciale, elle a 55 ans. Et elle m'a dit, ah mais moi, je refais refaire mes dents, j'ai fait le sillon nasopharyngien, je me suis prise en main, je pétille, je vis, je me laisse pas abattre. Je suis commerciale dans la vie, il faut que je vende, il faut que je sois séduisante, il faut que je sois dynamique, il faut que je donne envie. Donc je me bats tous les jours pour montrer que moi, ça va super. Et là, tu viens me dire, oh ouais, mais les femmes de 50 ans, elles sont foutues, elles ont la ménopause, elles sont foutues. Et ça m'a fait vraiment réfléchir ce qu'elle disait parce que j'en avais pas pris conscience. Et toi, c'est exactement ce que tu dis. Finalement, on en parle, c'est bien, mais aussi ça stigmatise les femmes. Et à côté de ça, les hommes, ben non, on les stigmatise pas pour l'andropause parce qu'on n'en parle pas encore. Et donc ils sont à l'abri d'une stigmatisation qui arrive sur les femmes.
toujours comme si on ramenait les femmes à cette idée de nature avec un grand N, comme si les hommes étaient en dehors de la nature, eux c'est la culture, tu vois, cette vision très très 18e siècle de les femmes on les ramène à la nature et les hommes ils représentent la raison, la culture et ça c'est vrai que on y retombe toujours à tous les âges de la vie parce que de toute façon il n'y a pas un âge de la vie des femmes où on les ramène pas à la nature et où on les ramène pas aux hormones. Donc, sauf l'enfance. L'enfance, cette espèce de période préservée. Ensuite, à la puberté, festival. Ensuite, tu es en âge de pouvoir tomber enceinte. Donc, dans le monde du travail, tu es en âge de tomber enceinte. D'ailleurs, il n'y a pas de bon âge pour une femme dans le monde du travail. Soit elle est trop jeune et donc elle n'est pas crédible. On l'infantilise encore plus. On lui attribue moins le côté brillant et précoce. Ce sont des adjectifs qui sont souvent plus utilisés à destination des garçons. C'est tout un tas d'études sur la manière dont l'intelligence et l'autorité sont perçues selon le genre, et c'est absolument terrifiant parce qu'on voit que même les parents attribuent plus d'intelligence à leurs garçons qu'à leurs filles. Ce qui est très drôle, c'est que on pense tous que nos enfants sont plus intelligents que la moyenne. Mais alors ça, les miens, oui, c'est sûr. Les miens aussi, absolument. Donc ça, c'est marrant parce qu'à un moment, on se demande comment est formée la moyenne, si tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Mais les garçons sont encore un peu plus au-dessus que les filles, avec énormément d'écart. Il y a cette étude anglaise qui montre que il y avait, je sais plus, des milliers de parents qui étaient sondés. Les parents attribuaient 115 de QI à leur fils, 107 à leur fille. Donc plus que la moyenne qui est de 100. Ouais. Mais avec 7-8 points d'écart, c'est quand même énorme dans cette perception. Donc les jeunes femmes au travail dans la vie active, on ne les suppose pas brillantes ou intelligentes, et elles sont donc trop jeunes pour être perçues comme crédibles. Elles sont aussi des proies sexuelles. On en parle beaucoup en ce moment, et heureusement, là, les tabous commencent à être cassés. C'est quelque chose dont on parle énormément, qui est encore omniprésent dans notre société et dans le monde du travail, du harcèlement, cette prédation qui est encore partout. Donc être jeune, c'est pas génial. Ensuite, hop, vous basculez assez rapidement dans cet âge où vous vous installez, où vous pourriez être plus installé professionnellement parlant, mais où on va vous soupçonner de vouloir fonder une famille et donc de prêter allégeance à autre chose qu'à votre travail. Vous n'êtes pas ambitieuse parce que si vous voulez fonder une famille, c'est que vous n'allez pas tout donner dans votre travail. Ce qui est évidemment complètement faux, mais c'est tout de suite ce soupçon de manque d'engagement, d'ambition, de motivation, parce que vous pouvez tomber enceinte ou vous voulez tomber enceinte si vous le dites ouvertement. Et ça dure quand même assez longtemps, ça dure une bonne dizaine d'années, cette histoire-là. Largement, si on suppose que c'est à 30 ans qu'on commence à vous soupçonner de vouloir tomber enceinte parce que c'est la moyenne d'âge à partir de laquelle les femmes ont des enfants en France aujourd'hui. Donc dans les entreprises, c'est le moment où vraiment on va vous regarder en vous disant qu'est-ce qu'elle nous réserve pour l'année prochaine. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, je me suis interdite de postuler à un emploi quand j'avais mon premier enfant en bas âge. Parce qu'en général, les femmes enchaînent le premier et le deuxième, et c'était mon cas. Moi, j'avais envie d'aller vite sur le deuxième. Et je me suis dit, mais je suis inemployable. Enfin, personne ne va vouloir de quelqu'un qui a un bébé de 6 mois. Enfin, c'est écrit sur mon front, je fabrique le deuxième. Et à côté de ça, beaucoup plus tard, à 39 ans, j'étais embauchée. Je suis tombée enceinte quelques mois après. J'étais encore en période d'essai, j'étais enceinte. Et évidemment, il m'a gardée, ça se passait bien, il y avait plus de sujets. Donc je m'étais mise des barrières toute seule, en fait, la première fois. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on s'auto-censure c'est très vrai. On s'auto-censure souvent en se disant non, mais c'est pas le moment, je ne vais pas demander cette promotion, je ne vais certainement pas prendre un nouveau poste maintenant, c'est pas le moment. Et parfois pour des bonnes raisons, c'est qu'on sait que intuitivement que ça serait beaucoup plus dur, ou parce qu'on s'attend à avoir cette sanction. Statistiquement, c'est une réalité, cette pénalité maternelle, c'est une réalité. C'est-à-dire que 10 ans après la naissance du premier enfant, ça se mesure par une baisse de revenus en moyenne extrêmement forte. En France, on est entre 30 et 40%. De moins que les hommes ? De moins que ce que tu aurais si tu n'avais pas eu d'enfant. Donc c'est vraiment très massif. Il y a des pays où c'est moins encore que plus. les femmes sans enfants ? Oui, l'écart entre les femmes avec enfants et les femmes sans enfants est très fort, même si des femmes sans enfants subissent aussi des formes de discrimination, puisque si tu as l'âge d'avoir des enfants, tu peux te faire discriminer comme étant potentiellement enceinte demain, même si c'est pas le cas.
Et alors après, cette pénalité maternelle, dans un moment charnière de la carrière qui est cette deuxième décennie de ta carrière, arrive ce moment où, assez brutalement, tu chutes dans l'impression d'être déjà trop vieille. T'as pas encore tout donné dans ton travail, t'as déjà été, on t'a déjà mis énormément de bâtons dans les roues. Le fait de combiner les deux, et cette fameuse pénalité maternelle fait que t'es pas allé, t'as pas déployé tes jambes au travail comme t'aurais pu et comme t'aurais voulu déployer tes jambes. T'as pas lâché ton ambition, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et pof, ça y est, tu te prends déjà très très jeune, donc bien avant la ménopause. Je sais que dans le podcast, vous avez souvent parlé de cette ménopause sociale. Ouais. Donc l'idée que déjà à la quarantaine, alors on s'attend plus à ce que tu aies des enfants, mais on te regarderait mal. Voilà, avoir des enfants. Aujourd'hui, ça change un peu quand même. Je pense que début de quarantaine, ça passe tout à fait encore. 35 à 42 ans, aujourd'hui, j'espère que notre société quand même peut l'accepter. Mais assez rapidement, tu es ridé, un petit peu plus ridé, ton corps a un peu changé, tu peux être en périménopause, donc tu as des choses qui ont changé et tu te sens tout de suite pas forcément placardisé, ce qui peut être le cas parce que si tu as eu des enfants, t'es jeune mère, donc ta carrière a quand même sérieusement pris un coup de ralentissement très fort. Mais tu peux aussi très vite te sentir cette espèce de pression de « oh là là, il faut que j'ai l'air plus jeune, il faut que j'ai l'air plus jeune ». Et ça, dans le monde des entreprises, dans le monde des startups, dans le monde du conseil, tous les bureaux à Paris qui nous entourent, dans lesquels il y a des femmes de plus de 40 ans, je pense qu'il y a une très grande majorité d'entre elles, avec des métiers pires que d'autres, ou des milieux pires que d'autres, le milieu de la pub, le milieu de la com, le milieu des médias, dans lesquels cette pression pour avoir l'air jeune est extrêmement violente, elle est ressentie très fortement et elle correspond bien à une réalité aussi du monde du travail qui est que on embauche très peu des femmes de ces tranches entre 40 et 50 ans. Alors à part à des très très hauts postes sur des profils très seniors, mais c'est minoritaire. Tu veux dire qu'il y a un désert entre les deux, c'est ça? Il y a un désert. Alors non, le désert en fait ça s'arrange pas. C'est Sophie Dancourt qui parlait du tunnel en disant on a eu ce mythe dans le monde du cinéma qui était que les actrices disparaissaient à 40 ans et qu'ensuite elles revenaient dans des rôles de grand-mère, sauf que des rôles de grand-mère en réalité il y en a très peu. C'est Marina Tomei qui avait inventé ce concept de tunnel. Mais en fait le tunnel on n'en sort pas puisqu'il y a très très peu de femmes qui retrouvent des rôles hyper intéressants à 50 ou à 60 ans. Donc en fait c'est plutôt une carrière qui se ralentit très précocement et qui s'arrête très précocement. Et donc cette impression de devoir avoir absolument l'air jeune, elle met une pression très forte, elle est un travail supplémentaire. C'est un travail supplémentaire que de devoir passer beaucoup de temps à se teindre les cheveux, à constamment être obsédé, c'est une charge mentale, constamment être obsédé par qu'est-ce que je mange pour surtout pas trop prendre de poids parce que je sens que mes hormones jouent en ma défaveur et que j'ai pris 3 kilos de plus, j'ai ce petit bidon qui part pas, etc. Donc s'habiller de manière à se mettre en valeur, tout ce travail esthétique en fait constant que font les femmes professionnelles dans les milieux un peu plus privilégiés où on peut accorder du temps et de l'argent à améliorer son aspect physique. Mais c'est un travail en fait, c'est un travail. C'était beaucoup discuté. Dans le cas des stewardesses et stewardesses, des personnels de l'air, pardon, c'est ça la bonne expression, où il y a eu un mouvement il y a quelques années qui était de dire vous nous imposez, puisque ça faisait partie d'une charte, telle tenue, etc., et un maquillage et une certaine une manière d'arranger ses cheveux, tout un tas de choses qui sont interdites, pas de rouge sur les ongles, pas de ceci, pas de cela. Il y a tout un tas de règles qui doivent changer d'ailleurs d'une compagnie aérienne à une autre. Or, le fait de se préparer pour aller au travail, c'est mesuré entre un membre du personnel de l'air masculin et un membre du personnel de l'air féminin, et c'est un accoutrement pour le travail. Ces femmes-là ne se mettent pas forcément exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Il y a une différence de 20 ou 30 ou 40 minutes de préparation tous les jours. Donc il faut les payer. C'est un travail gratuit qui est exigé. Donc non, en fait, tu ne peux pas exiger ça à partir du moment où il y a une différence genrée dans les attentes esthétiques au travail. Ça devrait être rémunéré. Soit il ne devrait pas y avoir de différence. Tu ne peux pas exiger d'une femme qu'elle se maquille dans tel poste ou dans tel poste. Tu ne peux pas exiger qu'elle ait une tenue radicalement ou qu'elle porte des talons hauts. Ça, c'était un mouvement japonais où les femmes actives japonaises ont dit
fini les talons hauts. Le mouvement s'est appelé kutu. Et je crois que ku veut dire chaussure en japonais, je me rappelle plus, mais c'était tout un mouvement il y a quelques années pour dire les talons hauts travail, pareil, ça nous abîme le dos, ça nous fait mal, c'est plus dur, une journée de travail avec des talons, c'est plus dur. Je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que oui, ce travail-là de devoir paraître jeune, c'est un travail qui prend du temps, qui prend de la charge mentale, qui prend de l'énergie, et que ne vivent pas les hommes. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui le font pas pour le plaisir et qui le font aussi dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais la manière dont ça s'impose à beaucoup de femmes et dans certains métiers de manière complètement explicite et non rémunérée, comme dans le cas du personnel de l'air, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui devrait faire l'objet d'encore plus de mouvements revendicatifs. C'est que soit on égalise les attentes, mais on les égalise vraiment, il ne faut pas que ce soit juste de l'implicite où t'es pénalisé parce que t'es pas maquillé, même si on l'a pas marqué sur le contrat, soit on le rémunère. C'est-à-dire que vraiment, il y a un temps dédié, c'est rémunéré, donc ta journée de travail est un petit peu plus courte que celle des autres. Et puis après, on arrive donc à la cinquantaine, ou vraiment pendant toutes les années de transition de ménopause, où là, cette lutte, le mot lutter ou combattre, on l'entend beaucoup, commence à occuper beaucoup d'espace mental. Et c'est pas tant la seule ménopause que cette idée qu'il faut surtout que ça ne se voit pas, ou qu'il faut surtout que ça ne soit pas perçu comme handicapant dans ta vie de tous les jours. Si tu pouvais vivre là où tu peux vivre ta ménopause normalement, en fait, c'est-à-dire en disant oh là là, non là, désolé, la réunion là, ça va pas être possible, je peux pas, j'ai trop chaud, je me sens pas bien, je sais pas quoi, ouvrons la fenêtre. Ou si tu pouvais être complètement autonome aussi dans la manière d'organiser ton temps, ou complètement, complètement ouverte sur tout ce qui se passe dans ta vie, il y a aucune raison ni de quitter ton travail, ni de te sentir mal. Mais pour beaucoup, en fait, s'ajoute à ça la pression il faut donner l'apparence de tout va bien. Il faut donner l'apparence de surtout ça ne me handicape pas. Comme avant, les femmes qui avaient leurs règles, faut surtout pas qu'on me dise mais qu'est-ce qui va pas, t'as tes règles ou quoi. Donc c'est pareil. Qu'est-ce qui va pas femme ménopausée, qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi ton, tu vois, parce que ça sera utilisé contre toi pour te décrédibiliser et pour saper ton autorité professionnelle durement acquise par un travail énorme qui s'ajoute de tout un tas de travail gratuit dont j'ai mentionné la charge esthétique, mais il y a énormément de travail gratuit qui est fait au travail par les femmes. Et donc ça, j'ai cinquantaine, et puis encore après, en fait, ce dont on parle assez peu et dont on va commencer à parler davantage dans les années à venir, c'est les actifs de la soixantaine. C'est-à-dire toute cette catégorie de femmes actives qui travaillent, qui sont, pour beaucoup d'entre elles, dans la contrainte de devoir cotiser jusqu'à 67-68 ans pour toucher une retraite. Alors moi, c'est 70. J'ai reçu le papier il y a quelques mois. 70, voilà. J'ai halluciné. En même temps, je savais que j'avais eu beaucoup de périodes de non-emploi. Ah oui, mais c'est évident. Tous les trous dans le CV de la carrière des femmes, justement, toutes ces difficultés qui ont précédé font que elles cotisent déjà aujourd'hui. Elles s'arrêtent un an et demi à 2 ans plus tard. Après la réforme des retraites, on rajoute 6 mois d'écart en plus entre les hommes et les femmes. Et puis pour celles qui ont fait des études, etc., c'est en général 67, 68, 69, 70 ans dans ton cas. Et donc cette catégorie des soixantenaires, qui pour beaucoup d'entre elles ont leur ménopause déjà assez loin derrière, plusieurs années derrière, donc ça s'est tassé, même si certaines peuvent encore avoir des symptômes, mais là on est dans une autre phase dont on parle très très peu aujourd'hui. On parle très peu des actifs de 60 ans. Non. On parle des quinquas. Il y a tout un mouvement pour se dire les quinquas au travail, les quinquas par-ci, par-là. Ça commence à arriver. Je trouve que là, il y a du progrès. Mais les sexas, on n'en parle pas. Elles vont être très nombreuses. Et alors c'est bien de faire le progrès sur les quinquas, parce que de dire que on peut se former à 50 ans, à 55 ans, parce qu'on en a encore pour 10 ou 15 ou 20 ans à travailler et qu'on peut même choisir de travailler plus longtemps, c'est très bien. Mais il va falloir qu'on commence à parler aussi des personnes de 60 ans, d'ailleurs hommes et femmes, parce que ça a représenté un pourcentage de plus en plus important de la population active et un pourcentage sur lequel il faut miser aussi. Parce que aujourd'hui, on mise pas du tout sur les 50. Alors la catégorie, tu sais, dans les stats, c'est 55-64 ans. Quand on regarde les taux d'emploi des différentes classes d'âge, tu as cette classe d'âge 55-64 qui est déjà
une classe d'âge assez mal choisie parce qu'en fait, entre 55 et 60, le taux d'activité est élevé et c'est justement à la soixantaine que ça chute de manière très forte parce que l'agisme est au sommet. On ne va pas employer quelqu'un de 60 ans jugeant qu'elle est trop proche de la retraite alors même qu'il peut y avoir 8 ans de travail, voire plus en fait, si ça se passe bien. Donc là, si tu as perdu ton emploi à la fin de la cinquantaine pour en retrouver un à 60, c'est absolument parcours du combattant. Parce que pendant 30 ans, on a poussé les quinquas et les vieux quinquas, ceux qui s'approchent des 60, à partir en pré-retraite, parfois on les a vraiment explicitement poussés à la sortie, ringard, je les pousse à la sortie d'une manière ou d'une autre, parce que le contexte, c'était celui d'un chômage de masse. L'idée, c'était de dire que dégage des places, en fait. Dégage des places pour les plus jeunes, parce on avait un chômage des jeunes, on a toujours un chômage des jeunes plus élevé. Tu parles des années 90, là? Les années 90, les années 2000, jusqu'aux années 2010. Et en fait, on est passé un peu sans transition d'un contexte de chômage de masse où l'idée était de pousser ou d'inciter au départ des quinquas et puis, a fortiori, les jeunes sexagénaires, à un contexte où on se dit, bon sang, on va manquer de main-d'œuvre dans énormément de secteurs. Il y a énormément de classes d'âge, de cohortes là, qui partent à la retraite. Et en fait, on manque de travailleurs en France, on manque de travailleurs en Europe, on manque de travailleurs dans d'autres pays aussi. Et en fait, on nous dit maintenant, il va falloir travailler plus longtemps. Pour avoir une retraite complète, il va falloir avoir cotisé tant de trimestres, tant d'années, 42,5, 43, voire plus. Or, le contexte dont on hérite, c'est celui d'un monde et puis d'une structure d'incitation qui a poussé les personnes fin cinquantaine et soixantaine à ne pas travailler. Et donc, rien n'est fait pour maintenir une activité complète et rémunératrice pour ces populations-là. Donc là, il y a un ajustement qu'il va falloir faire entre ce discours qui dit on va travailler plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, et si tu veux une retraite complète, il va falloir travailler plus longtemps, et puis la réalité du travail qui est le fruit de décennies d'abord de lutte pour pouvoir avoir une retraite, ça c'est quand même un truc positif, faut se rappeler qu'avant ça n'existait pas, et puis ensuite avoir cette retraite précoce pour laisser la place à des plus jeunes. Maintenant, des plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, donc il va falloir travailler plus longtemps. Mais on est toujours dans des modèles, dans des schémas et dans des structures qui n'incitent pas à travailler plus longtemps, qui n'incitent pas les employeurs à développer les talents, cette logique de développement, de formation de gens qui sont plus âgés. Et quand tu dis encore du travail. Que c'est la structure qui incite pas, c'est plutôt les réflexes. C'est qu'une disparition précoce des gens qui approchent la soixantaine pendant 3 décennies fait qu'on n'a plus le réflexe de les voir et de leur proposer des choses. On n'a plus le réflexe de les voir, donc il n'y a pas de rôle modèle, donc il n'y a pas de modèle en place, donc il y a cette idée que il y a cette idée bien ancrée qu'on va pas former quelqu'un à 58 ans parce que c'est trop proche de la retraite. Il y a tout ça. Il y a le fait qu'il y en a très très peu, donc il n'y a pas de pionniers qui montrent la voie. Il y a le fait qu'on est dans l'idée que les seniors coûtent cher parce que ils ont eu des progressions de carrière quand ils sont restés, donc ils coûtent cher, donc c'est pour ça qu'on les veut pas, ils sont trop chers. Ce qui d'ailleurs n'est pas une réalité économique, c'est qu'il y a en fait énormément de diversité dans les rémunérations. Si on coûte plus cher, c'est dans le cas où on a cette carrière linéaire, où on a eu des promotions, des progressions, etc. Par exemple, tu prends l'exemple de la fonction publique, qui est vraiment très dans une logique de linéarité, où l'âge, quand tu grandis dans ton travail, quand tu vieillis dans ton travail, tu montes des échelons, des grades, et tu gagnes toujours plus. Et donc, quand tu regardes les fonctionnaires, si c'est des gens qui ont fait toute leur carrière en tant que fonctionnaires, les gens plus âgés au même poste gagnent vraiment beaucoup plus que des gens plus jeunes. Donc, coûtent plus cher. Donc, la masse salariale de gens plus âgés est plus élevée que la masse salariale de gens plus jeunes. Et donc, le calcul cynique économique de dire non, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, ils sont peut-être très bons, mais on veut casser ce système de seniorité, avoir des jeunes, prendre des jeunes parce que ça coûte moins cher. Mais ça, c'est une idée. Alors d'abord, c'est une idée évidemment qui est très cynique et très délétère pour les personnes qui vivent leur vie active comme une forme de contrat, c'est-à-dire l'idée de dire que j'endure, je tiens, mais parce que
je vais gagner plus après, donc ça en vaut la peine. Donc cette idée de seniorité, tu peux pas la casser d'un coup parce que c'est comme un contrat en fait que tu te farcis un travail qui te plaît pas. Souvent, en échange, ta situation elle est bonne, elle est stable et tu finis de rembourser ton emprunt et puis ensuite t'auras une retraite correcte et puis t'auras même assez pour aider tes enfants et tes petits-enfants. C'est un peu une espèce de contrat. Donc si tu le casses là comme ça marche évidemment ça marche pas. Et puis surtout, c'est pas une réalité pour énormément d'individus. C'est vrai que beaucoup des quinquas d'aujourd'hui et des sexas d'aujourd'hui, ils ont déjà eu plein de transitions de vie, de carrière, ils ont exercé, ils sont pas toujours restés dans la même entreprise. Tu mets de côté les fonctionnaires, vraiment fonctionnaires, qui sont restés dans une carrière linéaire, mais là aussi, il y en a moins, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de contractuels, il y a de plus en plus de travail précaire, il y a de plus en plus de gens qui aussi par choix changent de voie, redirigent, se disant bien que ce contrat-là, il n'en vaut plus trop la peine ou qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans ce contrat-là. Et donc, en fait, l'idée que les vieux sont forcément plus chers, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tu embauches un ou une quinquagénaire imaginons, dans une agence de pub pour faire du travail créatif, le même que quelqu'un de 32 ans, tu la payerais pas plus si elle est débutante. Mais pourtant, tu ne l'embauches pas. Donc il y a des arguments qui sont faux, tu vois, pour masquer l'agisme. Tu dis oui mais non, mais c'est pas de l'agisme, la vraie raison elle est économique, les seniors ils coûtent plus cher. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus fragmenté la réalité du travail d'aujourd'hui. Et alors l'agisme, on le mesure aujourd'hui? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? On a beaucoup d'infos sur la perception des gens, c'est-à-dire quand tu as des sondages, j'ai pas d'exemple là de sondages que j'ai regardé récemment, mais j'en vois régulièrement des sondages qui montrent que pour les femmes, et d'ailleurs même les hommes, mais surtout les femmes de 50, de 60, ça, l'impression ou le sentiment que l'âge est le facteur de discrimination principal devant les autres, devant le sexe, devant la couleur de peau, devant l'origine ethnique, devant l'orientation sexuelle, etc. Ça, dans la perception, c'est extrêmement fort. Donc ça, c'est une donnée de l'ordre du ressenti, mais qui est une donnée sur laquelle on peut s'appuyer parce que voilà, tu regardes les sondages dans différents pays, enfin, et en France en particulier, c'est vraiment très très élevé. En revanche, des données en matière de critères dans le monde du travail, il y en a assez peu. Tu vois, tu as cette donnée du taux d'activité, du taux d'emploi. Tu as quelques données sur le niveau de chômage à différentes classes d'âge, tu as tout un tas de choses, mais sur la discrimination objective, il y en a très peu, parce que autant on a un index d'égalité qui mesure certaines choses sur les hommes et les femmes, par exemple, voilà, est-ce que les femmes sont autant augmentées au retour de congé maternité, est-ce que parmi les top managers, il y a des femmes ou pas, enfin tu vois, tu as un certain nombre de critères comme ça, mais pas l'âge. L'âge n'y figure pas. Donc, en fait, on manque singulièrement de données pour objectiver la discrimination sur l'âge. On a fait des progrès sur la discrimination en matière de genre, mais on manque de données sur l'âge, comme on manque de données, par exemple, en France, sur la couleur de peau, parce que c'est pas quelque chose qui est mesuré. Enfin, donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels on n'est pas armé du point de vue des indicateurs pour l'objectiver et pour faire par exemple un index senior qui serait bon. Et c'est quoi alors pour toi un modèle désirable pour les femmes de plus de 45 ans dans les années à venir? Il y a un type de femmes dont on n'a pas parlé, c'est ces femmes qui sont dans des métiers notamment de service et de services de proximité, de service à la personne, qui sont des métiers très très usants. On devrait pouvoir panacher les choses où tu restes avec quelqu'un, tu t'occupes d'une personne, tu t'occupes d'un groupe de personnes et tu as un ensemble de tâches, des tâches plus dures et puis des tâches plus gratifiantes, culturelles, psychologiques, enfin tu vois, des tâches qui sont aussi plus reposantes où t'es assise pour parler. Tu vois, cette idée d'un travail où tu suis la personne dans sa globalité et faire la conversation, ça en fait partie et tu as le temps de faire la conversation. Dans l'idéal, le soin, c'est ça. C'est pas d'un côté des médecins qui écrivent, qui font des diagnostics et puis sont les sachants et puis disent il faut que tu prennes 3 pilules de ceci et 3 pilules de cela et puis qui s'en vont. Et puis ensuite les infirmières qui font tout le travail et puis les femmes de ménage qui nettoient derrière, etc. Dans un monde idéal, tu as une mission
et tout un tas de tâches que tu panaches différemment et qui sont équilibrées dans ta vie et qui font que ton corps et ton esprit peuvent le supporter longtemps, durablement. En fait, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de travail usant au point qu'au bout de 20 ans, tu peux plus le faire. Moi, j'ai très peur d'un monde où il n'y a plus personne pour nous soigner quand on sera vieille. Pour toi, personnellement, c'est ce que quand tu vois ma génération, ouais, tu vois, ça. Parce qu'il y aura tellement de besoins en santé et quand on voit le rythme auquel ça se dégrade et la dévalorisation dont souffrent matérielle et symbolique, dont souffrent toutes les personnes qui travaillent dans le soin, je me dis, oh là là, ça va être vraiment le royaume de la débrouille. Il va falloir s'entraider, vivre en communauté, trouver des manières qui sortent des circuits habituels, voilà. Et en fait, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très inégalitaire l'accès aux soins aujourd'hui. Donc c'est une inquiétude que j'ai. Et une des raisons, c'est que le travail des personnes professionnelles qui le font n'est pas soutenable. Et n'est pas soutenable, ça veut dire aussi que tu peux pas vivre correctement de ton travail. Si tu peux pas te loger avec le salaire qu'on te propose, ça veut dire que ce n'est pas soutenable. Une infirmière débutante aujourd'hui en Île-de-France, une enseignante ou un enseignant débutant ne peut pas vivre à Paris avec le salaire. Ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas. Donc on recrute pas. Il y avait une autre question dans ton monde idéal, oui. Bien sûr, et ça c'était la première chose, parce qu'il fallait quand même qu'on parle un peu de l'usure et puis de la soutenabilité du travail, et c'est peut-être quand même la chose la plus importante en fait. Mais il y a d'autres choses, si on reparle un peu de nos cadres et de nos employés, de nos salariés dans les bureaux, dans des services divers et variés, c'est cette idée d'une équipe, d'une main-d'œuvre, de ressources humaines qui sont beaucoup plus représentatives de la population active et qui aujourd'hui ne le sont pas. C'est-à-dire que tu as des poches, des secteurs entiers où il n'y a pas de diversité d'âge. Et pas du tout. La com, les startups à Paris, la pub, mais même le conseil, puisque le conseil c'est un monde pyramidal. Donc si tu veux, tu as des armées de consultants qui ont tous le même âge. Et en fait, dans l'idéal, c'est de retrouver une entreprise dans laquelle tu as toute cette diversité des âges, toute cette continuité, même une diversité des âges à des niveaux hiérarchiques, à différents niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que, puisque les carrières sont de moins en moins linéaires et qu'il y a des gens qui vont être amenés à opérer des transitions de vie professionnelle contraintes ou désirées dans le contexte d'une vie active qui dure 45 ans, 43, 44 ans, eh bien, tu vas avoir des gens qui sont débutants à 45, qui ont pour collègue quelqu'un dont c'est le premier poste à 26, ou bien quelqu'un un troisième poste et pourquoi pas à temps partiel à 65, au même niveau. Et puis un peu casser en fait cette idée de la linéarité qui fait que tu as ce phénomène d'armée, de grade, quoi, avec des classes d'âge qui sont exactement entre elles comme à l'école. Et homogène. Et ça correspond à rien de naturel. D'abord parce qu'il y a un énorme décalage entre l'âge biologique et l'âge chronologique. Donc en fait, à 40 ans, on n'est pas égal. De même qu'à 6 ans, on n'a pas le même niveau de développement et on devrait pas parquer tout le monde dans la même classe et leur faire exactement la même chose. Mais c'est ce qu'on a inventé de mieux pour démocratiser l'éducation. Donc on fait avec. Après, ça peut évoluer un peu quand même à la marge. Ça devrait un peu évoluer. Mais dans le reste, en fait, on est resté sur ce modèle de classe d'âge avec, le cru 78, le cru 79, le cru 80. Alors, ok, on les met peut-être 2-3 ans ensemble, mais où tu as comme ça des univers professionnels très nombreux dans lesquels il y a très peu de mixité d'âge. De même que tu as des univers professionnels très nombreux dans lesquels il n'y a pas de mixité de genre. D'ailleurs, quand il n'y a pas de mixité de genre, il y a plus de mixité d'âge. Par exemple, tu vois, les métiers du soin dans lesquels il n'y a que des femmes, tu as beaucoup de mixité d'âge. Dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est comme ça que moi j'ai des amis beaucoup plus âgés que moi, parce que j'ai été enseignante à la trentaine, j'ai été prof, et dans les salles des profs, tu avais beaucoup d'âges différents. Tu avais beaucoup de collègues qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus. Je me suis fait des amis qui ont 15 ans, 20 ans de plus, et j'en suis
c'est un bonheur. C'est extrêmement important dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, d'avoir cette amie, cette confidente qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ta sœur, dans une logique qui n'est pas seulement celle de la sororité, mais de la filiation. Quelqu'un qui va te mentorer, te soutenir, te comprendre. Peut-être, on se l'avoue de manière un peu coupable, un petit peu te materner aussi, et tu te sens bichonné, quoi, tu vois. Et puis en même temps, toi, tu peux aussi leur apporter un lien vers des choses émergentes dont toi tu t'empares davantage parce que tu corresponds à une classe d'âge qui s'empare de quelque chose, d'une tendance particulière ou d'un mouvement ou d'une mode ou quelque chose. Tu crées des liens entre ces générations. Et tu vois, dans l'enseignement, ça c'est un truc extraordinaire. Un des avantages d'être prof, c'est ça, c'est cette mixité d'âge. Donc tu n'as pas tant de diversité d'âge que ça, mais tu en as quand même plus que voilà, dans le métier de bureau, je parlais tout le temps de la com, de la pub, etc., où là, tout le monde a le même âge. Donc, tu peux avoir une mixité de genre, mais pas de mixité d'âge. Donc, bref, la mixité, c'est intéressant de croiser les critères et les facteurs. Et le monde idéal, c'est celui dans lequel, en fait, tu as des options. Tu as des options, toi, à 50 ans, tu peux rester, tu te sens bien de rester dans la pub parce qu'en fait, la pub, t'adores ça, le truc créatif, etc. La com, t'aimes bien ça, c'est ce que t'as toujours fait. Si t'as envie de continuer à le faire, tu te sens pas poussé très subtilement à devoir absolument paraître jeune et où à un moment ça craque, tu te dis c'est bon, ça se voit trop et je dois m'en aller. Et tu le sens et par toi-même, tu t'en vas, tu te sens poussé à la sortie, ou bien tu es placardisé parce que justement, t'as plus l'air jeune et à un moment, tu sens que ta carrière se tasse et que tu progresses pas comme tu as l'impression que tu devrais progresser. Et donc, faute de progression, tu es poussé à la sortie parce que tu ne progresses pas. Ouais. Et il y a eu des départs fracassants comme celui de Sophie Fontanelle, par exemple. On le dit, tu représentes plus l'image de elle aujourd'hui. Elle s'est bien vengée quand même. Ouais, je trouve. Je trouve qu'elle s'est bien vengée et elle, à mon avis, si on sondait les décideuses aujourd'hui, dirait c'est pas une décision qu'on prendrait aujourd'hui. Donc là, il y a quand même des choses qui changent fort heureusement. Mais c'est vrai que c'est symptomatique. Et ce qu'elle a vécu chez elle, même si elle aujourd'hui, à mon avis, qui a un lectorat quand même assez âgé aussi. Ouais, et qui a bien changé sa ligne éditoriale. Qui parle beaucoup de femmes de 50 ans maintenant. Qui parle beaucoup de ménopause, qui parle beaucoup de ces sujets-là. Donc ça quand même, ils ont opéré une... Et puis même les annonceurs l'ont compris aussi, donc les annonceurs derrière les suivent, parce qu'avant tu pouvais avoir un peu le décalage entre la rédaction qui veut faire passer des sujets et puis les annonceurs qui disent ah non, nous on veut cette image de papier glacé et ça correspond pas. Donc tu avais ce conflit un petit peu culturel entre les deux. Maintenant il y a un plus fort alignement, donc dans le monde des médias et de la presse, je pense que tu as un petit peu plus de représentativité, tu as un petit peu plus de femmes âgées qui peut-être, j'ose espérer, se sentent un peu moins poussées à la sortie. Mais à mon avis, ce qu'elle a vécu, c'est encore une réalité pour beaucoup de femmes. Donc voilà, de pas être poussée à la sortie, ce serait déjà absolument génial. Et puis ensuite avoir des options de démarrer en tant que débutante ta carrière, si par hasard, pour une raison contrainte, subie ou choisie, tu quittes une voie pour prendre une autre voie. De te dire que bien sûr qu'on te laisse ta chance. Donc ça, c'est déjà accepter une espèce de tassement économiquement parlant, parce que si tu débutes, t'es plus dans les avantages de la linéarité qui va souvent avec ce système de seniorité, où plus tu avances en âge et dans ta carrière, plus tu gagnes bien ta vie. Qui fait que à la fin de ta carrière, tu gagnes beaucoup et donc ta retraite après sera bonne. Donc déjà, renoncer au système de la seniorité, donc de la linéarité, ce qui est le cas de beaucoup de femmes, elles y renoncent pas forcément par choix, c'est une perte économique. Mais si au moins tu es en emploi, si au moins on te donne ta chance, si au moins on te forme, tu peux avoir une continuité de carrière qui fait que tu as quand même moins de trous. Et puis, tu peux tout à fait te débrouiller, même si ça monte moins haut dans les salaires, de quand même avoir une activité qui est stimulante, que tu développes, où tu rebondis, ou pourquoi pas, tu retrouves aussi quand même tu retrouves des intersections, c'est-à-dire que tu peux valoriser ta carrière précédente en disant, voilà, toutes ces compétences-là, elles sont totalement transférables, parce que ces reconversions professionnelles qui sont massives, elles doivent s'accompagner d'infrastructures qui soutiennent et qui permettent d'aider à aller vite. Parce que plus tu vas vite, moins tu perds, moins tu as du manque à gagner qui s'éternise. Et ce manque à gagner, il appauvrit énormément les femmes. C'est très bien de changer de métier,
Mais cette idée qu'il faut forcément se former pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça appauvrit énormément. Mais personne ne fait ça, personne ne se forme pendant si longtemps, c'est des formations courtes maintenant. En général, c'est des formations courtes. Il reste des femmes peut-être plus privilégiées qui peuvent se permettre en fait de dire je vais me reconvertir et devenir psy et voilà, partir, voilà. Ouais. Ou me lancer dans toute une formation de coaching pour laquelle je veux avoir énormément de signaux qui montrent que ce que je fais c'est sérieux et qui peuvent s'embarquer dans des programmes très très longs. Et en fait, ces femmes privilégiées, en général parce qu'elles sont dans un contexte familial où elles se sentent soutenues, bah, souvent se mettent en danger aussi parce que voilà, séparation, et souvent le moment de la séparation, c'est là où c'est vraiment la grande précarité économique et oh là là, etc. Donc toujours avoir quand même ce phénomène-là en tête, quoi, cette idée que voilà, un arrêt long de sa carrière, ça peut être dangereux, ou en tout cas ça doit être très préparé et ça doit être très accompagné de sécurité financière dans tous les sens du terme. Et c'est là où la vie financière, enfin la vie professionnelle, elle est très liée à comment tu contractualises les choses dans ton foyer, dans ton couple, comment tu te protèges en cas de séparation. Je vais te raconter cette anecdote, je sais pas si tu as écouté l'épisode, mais moi ça m'a tellement frappée. C'est avec Fernanda Pinto qui a suivi son mari en expat. Oui. Et elle a négocié un salaire avec son mari. Ouais. Elle dit, bah écoute, tu vas me payer parce que là je vais pas trouver de boulot en Inde. Et il a dit bah oui. Ouais, mais et c'est exactement ça l'idée. C'est très visible sur les expats parce que forcément tu t'extrais de tout le terreau qui peut te nourrir économiquement. Donc c'est le moment de passer un contrat. Et aussi les expats elles le savent. Si t'es pas marié, t'as aucune protection générale. Tu vois, tout ce qui est en cas de décès, en cas de divorce, en cas de machin. J'ai une amie qui s'est mariée au Japon. Justement parler du Japon parce que là-bas, si elle n'était pas mariée avec son mari, enfin son paxé expat, elle n'existait pas. Ouais. Donc ils ont fini par se marier à Tokyo. Ouais, exactement. En fait, on en devient très conservateur et quand on réfléchit à ces sujets, on en devient très conservateur parce que il y a des protections du patriarcat qui restent beaucoup plus puissantes dans le cadre d'institutions comme le mariage. Et tu vois, moi, c'est pas comme si philosophiquement, je trouvais ça bien de dire il faut absolument se marier. Hein. Attention, il faut absolument se marier. Ça, on a l'air de venir tout droit du 19e siècle ou des années 1950, on va dire, quand on dit ça. Mais c'est en réalité, pour l'instant, le contexte fiscal, institutionnel en général, fait que tu n'as aucune protection. Tu vois, par exemple, le décès prématuré de la personne avec qui tu vis quand t'es pas marié. Si t'es pas marié, tu n'hérites de rien. De rien. Ce n'est pas à toi. Tu vois, rien n'est à toi. Donc ça, c'est quand même fou. Donc ça va si tout est bien séparé, que les deux personnes sont complètement indépendantes économiquement parlant. Mais si c'est pas le cas, voilà. Donc tout ça, en fait, ça doit être réfléchi. Et c'est là où pour ces femmes qui ont les fameux trous dans le CV, en fait, les trous dans le CV, qu'est-ce que c'est ? C'est une imbrication très forte de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et cette imbrication très forte fait que tu peux pas penser l'un sans l'autre. Donc ton indépendance, c'est un ensemble de choses dans lesquelles le travail est un élément, et la contractualisation, on va dire, de comment tu te protèges pour que soit valorisé tout ce que tu ne fais pas pour l'argent, ça se met sur la table. Donc moi, je suis beaucoup de femmes très inspirantes aujourd'hui qui écrivent là-dessus. Héloïse Boll, Oseille et compagnie, elle est vraiment géniale là-dessus, mais même Lucille Quillet, qui a écrit un livre sur le couple qui s'appelle Le prix à payer, et qui écrit régulièrement sur ces sujets-là. Il y en a beaucoup, Insaf El Hassimi. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à prendre la parole là-dessus. Des médias, je travaille avec Vive, médias de Bayard, qui met beaucoup en avant aussi ces sujets-là. Voilà, chez les femmes et les femmes quinca et les femmes sexa, tu es obligé de mettre les deux dans le même sac, parce que la raison pour laquelle elles sont moins valorisées au travail et elles sont plus pauvres à la retraite, c'est le travail gratuit. Voilà, le travail gratuit empêche entièrement ou partiellement le travail payant. Le travail du foyer, au sein du foyer. C'est tout le travail gratuit, en fait. C'est-à-dire que et le terme choque beaucoup quand je l'utilise, parce que il y a toujours des gens pour me dire oui, mais s'arrêter pour s'occuper avec amour d'un enfant, c'est pas du travail.
Oui, d'accord, tu peux faire par amour et tout à fait l'apprécier et tout, mais les conséquences économiques, elles sont celles-là, en fait. Parce que si tu ne t'occupais pas de tes enfants par amour, quelqu'un le ferait par travail. C'est-à-dire une nounou, une assistante maternelle, ça. Donc, tu vois, il y a un effet de vase communicant. Et sur ta propre carrière et sur ta propre indépendance financière, il y a un effet de vase communicant. Tout ce que tu ne fais pas pour nourrir ton patrimoine et tes cotisations de retraite, tu le payes par de la pauvreté beaucoup plus grande quand tu ne travailles plus du tout. Donc les deux sont très liés, quoi. Je t'interromps pour citer un épisode de podcast de Chronique du sexisme sur le PIB qui explique effectivement que si on valorisait le travail gratuit, notamment des femmes, ça ne donnerait pas du tout la même chose. Et la construction du PIB, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est une énorme découverte. Et c'est exactement ce que tu dis là. C'est exactement ça. C'est depuis les années 70 que les féministes soulignent que le produit intérieur brut, dans sa mesure, ignore une grande partie du travail féminin. Et quand je dis travail, je parle pas seulement de s'occuper des enfants. C'est tout un tas d'activités qui sont bénévoles, qui sont faites par amour, qui sont, tu vois, tu as des secteurs entiers comme on parlait un petit peu des EHPAD tout à l'heure, mais tous les soins à la personne en fait ne tiendraient pas sans les contributions des bénévoles, parmi lesquels les femmes sont très nombreuses, de ces personnes jeunes retraitées qui viennent faire la lecture ou qui viennent parler à des personnes dans des centres de soins palliatifs. Ce sont des personnes dans des associations qui viennent aider les autres à refaire leur CV. C'est tout le monde associatif, c'est tout le monde professionnel, donc du soin qui repose sur le bénévolat. Et puis dans la sphère domestique, c'est tout un tas d'activités qui sont pas seulement donner de l'amour à un enfant. C'est évidemment, les corvées domestiques, le ménage, l'administratif, c'est toutes ces tâches où tu te dis, en fait, il y a un choix économique qui est fait, vaut mieux que je fasse moi-même plutôt que de le faire par quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu es en mesure de le faire, aider tes enfants à faire leurs devoirs de maths, etc. Et où ça peut être un plaisir. Hein, je dis, ça peut être un plaisir pour certaines ou certains, très bien, tant mieux. Mais dans certains cas, c'est un choix économique. Dans certains cas, c'est oui, mais bon, je veux pas dépenser encore plus d'argent en prenant quelqu'un pour le faire pour moi. Voilà. Donc énormément de ces activités et l'économie ne le mesure pas. L'économie ne considère pas cela. Jusqu'à récemment, l'économie orthodoxe ne considérait pas cela comme de l'économie. Et depuis quelques années, des mouvements hétérodoxes qui mettent en lumière le fait que ce qui n'est pas mesuré par le PIB relève aussi de l'économie et de la valeur. Dans mon livre « En finir avec la productivité », je parle de l'économiste Adam Smith, celui que l'on qualifie souvent de premier économiste de l'histoire, Adam Smith, écossais, juste avant la révolution industrielle britannique. Et il avait une maman, Adam Smith, qui s'occupait de tout pour lui. Il lui faisait ses petits repas, elle s'occupait, elle le bichonnait, etc. pour que lui il puisse être dans ses livres et réfléchir à la division du travail, à la richesse des nations. C'est le titre de son livre le plus célèbre. Et quand il a théorisé le fait que le marché, tu sais, il parle de la main invisible du marché. Le marché, quel miracle incroyable, parce que simplement en suivant leur intérêt égoïste, le boucher, le brasseur, le meunier, etc., on arrive au miracle du dîner. Et le miracle du dîner fait que sur le marché, voilà, le travail du brasseur, le travail du meunier, le travail du boucher, le travail du vigneron, s'incarne par ce miracle du dîner. Et t'as envie de dire, il est marrant quand même, Adam Smith. Il y a quand même quelqu'un qui a fait les courses, qui a cuit les aliments, les a préparés, les a mis à table, a fait la vaisselle, etc. Et ça, pour lui, ça compte pas. Ça, c'est pas le miracle du dîner. C'est juste le fait que sur le marché, il y a quelqu'un pour, vendre du blé, en acheter, etc. Mais pas lui préparer le dîner. Et donc, en fait, l'économie, elle s'arrête à la porte de son domicile. Elle s'arrête à la porte de son foyer et il voit pas que toute cette activité-là, elle a évidemment de la valeur, sinon il mangerait même pas, le gars. Donc, il a oublié ça. Il a complètement oublié ça. Et cette trace de cet oubli-là, on la traîne avec nous dans toute la conception de l'économie jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois que quand on parle d'économie, en général, tu mets un homme derrière le micro.
à 9 fois sur 10 à peu près. Donc ça reste extrêmement genré. Et tout, il y a tout un tas de biais qui font que tu minores, ne mesures pas, sous-évalues ou pénalises ce qui relève en grande partie des activités féminines. Bah, je voudrais finir par une dernière question parce qu'on est passé dessus et finalement je te l'ai pas posé. Il y a un congé menstruel qui a été voté en Espagne. Il y a un congé ménopause qui a été énormément discuté en Angleterre, qui finalement n'est pas passé. Est-ce que toi, tu as une opinion sur ce système de congé à donner aux femmes dans des moments en particulier de leur vie? Dans un monde idéal, je dirais pourquoi pas. De toute façon, pourquoi pas. Après, l'inconvénient de commencer à cibler des congés pour des raisons précises, c'est qu'il faudra en avoir une liste interminable parce que pourquoi pas un congé migraine? Pourquoi pas un congé... Enfin, t'as des migraineux et des migraineuses qui ont ça régulièrement. D'ailleurs, c'est pas forcément lié à leurs hormones ou en tout cas, c'est pas forcément lié à un moment du cycle. Donc, tu peux commencer à avoir tout un tas de congés. Pourquoi? Et puis pourquoi des congés? Les hommes te diraient pourquoi des congés qui concernent les femmes et nous quand on a quelque chose pourquoi pas nous alors que en fait tu peux couvrir ou proposer des congés pour raisons médicales, pour toutes sortes de raisons médicales, c'est-à-dire à partir du moment où tu es en mal-être, pas bien ou en incapacité de travailler, bah tu as un congé. Ça c'est le premier argument un peu on va dire un peu critique. Le deuxième argument, c'est que, en admettant que ce soit une très bonne chose et que ce soit très utile parce que les femmes ressentent au moment de la ménopause différents moments dans leur vie de travail où elles se disent quand même, ça serait super cool si je pouvais avoir un jour off. Mais c'est que ça ne marche que dans des organisations dans lesquelles culturellement c'est totalement accepté et où elles ne seront pas pénalisées et stigmatisées de demander ce congé et de dire les raisons de leur congé. Or, et c'est exactement pareil avec les congés fausses couches, tu vois, l'idée est très bonne. C'est évident que c'est un moment tellement difficile et un deuil, etc. Et que, comme pour tout deuil, tu devrais avoir un congé qui l'accompagne. Sauf que, dans les entreprises, dire à tes managers que tu as fait une fausse couche, c'est dire que tu as un projet de maternité. Dire que tu as un projet de maternité, dans certains contextes, c'est exposé à la placardisation, à la discrimination, des remarques de managers qui disent « Ah bon, tu voulais un enfant, mais c'est pas le moment, etc. » Enfin, et donc, c'est dans un contexte hostile, en fait, impossible. Et donc, la conséquence de ça, c'est que même quand ça existe, dans les environnements hostiles, on n'en fait pas la demande. Par exemple, il y a des congés menstruation dans certaines régions du monde auxquelles personne ne demande. Personne ne demande parce que tu serais stigmatisé. Donc ça existe, c'est bien, tu l'as créé, mais personne ne peut l'utiliser. Tant que la culture ne change pas, personne ne peut l'utiliser. Ah ouais. Donc en fait, personne ne s'en saisirait, ce serait trop stigmatisé, un congé ménopause actuellement. Ça serait utilisé que là où finalement il y en a le moins besoin, puisque tu es le moins stigmatisé, le plus autonome, etc. C'est dans des cultures dans lesquelles on ne te placardise pas parce que tu es ménopausé, ou on ne te placardise pas parce que tu as un projet d'enfant, on ne te discrimine pas parce que tu as tes règles, ce sont les organisations ou les environnements dans lesquels tu as le moins besoin de ce type de mesures spécifiques. Et là où l'environnement est hostile, culture très machiste, harcèlement, etc., beaucoup de personnes vont s'auto-censurer, ne vont pas utiliser un dispositif qui a été créé pour elles. Super, on a tout abordé. Oui, il y avait des sujets que tu voulais qu'on voit. J'ai l'impression qu'on a parlé tellement longtemps déjà. On pourrait parler tellement longtemps. Je trouve que ce que tu dis, ça montre à quel point les femmes sont stigmatisées, les femmes sont dévalorisées par rapport aux hommes, elles ont moins accès, etc. Et à quel point c'est non-dit, etc. Et tu le donnes avec un discours très rationnel, tu cites des études, tu expliques comment t'es arrivé à ce savoir-là, comment tu as rassemblé des éléments divers pour comprendre vraiment ce qu'il en est du travail et des mécanismes de domination à l'œuvre qu'on ne peut pas voir quand on regarde au niveau macro, en fait. Mais quand même, tu as dû travailler aussi sur les hommes. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui, ce grand silence.
ce grand silence qui leur pèse et qui, pour beaucoup d'hommes, est un facteur de difficulté de santé mentale, etc. C'est pour ça qu'on montre toujours cet écart-là, qui est que les femmes ont beaucoup plus d'anxiété, etc., de stress et tout, mais les hommes se suicident beaucoup plus. Et c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même frappant. Et je pense que le grand chantier pour les hommes, c'est cette libération de la parole, en fait. Cette féminisation des hommes. C'est le fait de dire, bah oui, non, mais vous aussi, allez-y, parlez-en de vos difficultés, allez-y. Oui. Et puis, certains disent aussi subir de l'agisme, subir... et puis pour certains, c'est Simone de Beauvoir qui le dit dans La vieillesse. Alors Simone de Beauvoir, je lui reproche beaucoup que dans La vieillesse, elle parle quasiment que des hommes, alors qu'elle était quand même censée être féministe, hein. C'est très androcentré, son livre. Mais bon, ce qu'elle dit, c'est plus intéressant pour les hommes, puisque les hommes, ils ont vécu une telle puissance s'accompagnant de pouvoir économique et financier, etc., que la vieillesse représente pour eux vraiment encore plus une chute ou une déchéance, alors que les femmes, n'ayant jamais eu ni puissance ni pouvoir, en fait, n'ont rien à perdre. Je schématise très grossièrement cette idée-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que on a tellement, nous, l'habitude d'être, ou on a historiquement cette habitude d'être dans l'ombre, d'être seconde, d'être dévalorisé, etc., que tout mouvement qui vise à mettre le poing sur la table et dire il est temps de, en fait, on a énormément de marge de progrès et on a déjà beaucoup progressé. Alors que les hommes, ils ont l'impression forcément qu'il y a un jeu à somme nulle dans tout ça et qu'ils vont perdre quelque chose. Ils sont perdants et vieillir, c'est perdre. Vieillir, c'est perdre quelque chose, c'est être diminué, c'est perdre sa virilité. Et donc, et puis comme on associe la virilité à la puissance, à la vigueur, etc., et cette idée, voilà. Donc ils peuvent compenser avec l'argent. Et du coup, quand même, trouver des femmes de 30 ans de moins qui vont booster un peu leur virilité. Mais c'est quand même, évidemment... on voit bien qu'il y a d'autres genres de craintes et d'autres genres de peur et de peur de perdre quelque chose dont il faut absolument parler, dont il faut casser d'autres tabous aussi, je pense. Mais ça serait bien un podcast pour les hommes qui vieillissent. On va faire ça. Ce serait peut-être un prochain projet. Voilà. Mais pas forcément l'andropause, mais le vieillissement des hommes. J'ai entendu ton podcast sur l'andropause. Oui, aussi. Ouais, c'était intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, Aude. C'était super. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.